Merde! On aurait dû prendre de l'essence avant de se casser. Ta tête, ces vieilles chiottes! Elle est crevée! Viens qu'en acheter une autre, hein. On va faire du stop et puis on va aller vendre un ou deux de tes bijoux, mon piété. Allons, salaud, je ne touche plus à ma bijouterie. Je vais enterrer mes bijoux chez Dame Béatrice et m'en vais les garder pour mes bâtards. T'es dingo, faut tout claquer. Ça sert à ça, le pognon. On va aller se mettre les orteils en éventail au soleil à Saint-Tropez. Dans la vie, il y a des séries qui marquent par leur qualité d'écriture, leur audace scénaristique ou leur capacité à bousculer les codes. Et il y a Sous le soleil. Véritable institution des années 90, cette série française nous plonge dans un Saint-Tropez que Louis de Funès ne reconnaîtrait pas. Aujourd'hui, je te propose de revisiter Plage à vendre, le tout premier épisode de cette saga tropézienne. Prépare-toi à un voyage fait de clichés, de musique improbable et d'intrigues haletantes, ou pas. Ah, Sous le soleil, ce monument du soap opéra made in France qui a bercé nos après-midi dans les années 90 et 2000. Diffusée pour la première fois en 1996, cette série a su captiver toute une génération avec ses intrigues dignes d'un roman photo et ses personnages aussi attachants que caricaturaux. Pourtant, avec le recul, force est de constater que Sous le soleil a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel et dans le cœur des Français. Tout vivre dans mon cœur, toujours. Et comme je suis d'humeur à la fois généreuse, taquine et nostalgique, je te propose une petite plongée dans le tout premier épisode intitulé « Plage à vendre ». Ensemble, on va décortiquer cette pépite de kitschitude et savourer les dialogues bancals, les rebondissements aussi prévisibles qu'un coucher de soleil sur la Méditerranée et apprécier tous ces personnages énervants. Allez, ne vous énervez pas. Installe-toi confortablement et laisse-moi te guider dans ce voyage au cœur du Saint-Tropez des années 90. L'épisode s'ouvre sur le générique. Et quel générique! Sous le soleil, le marine ébloui pareil, jusqu'à... Ta gueule, sac à crotte. Cette douce mélodie qui reste dans la tête comme un chewing-gum collé sous une semelle. C'est ensoleillé, kitsch, et ça t'annonce la couleur. Des plages, des corps bronzés, des dents blanches et un défilé de maillots de bain. Mais, attends, il y a un problème. Ce générique, c'est un résumé spoilant allègrement toute la saison. Les visages des personnages, leurs intrigues à venir, les nouveaux personnages, leurs trahisons, les amourettes... Tout est balancé avant même le premier dialogue. C'est comme si Game of Thrones avait mis dans son générique « Attention spoiler, Jon Snow revient d'entre les morts, il est consanguin et Daenerys pète un gros plomb à la fin de la série. » Bah non merci, je veux pas savoir. Ajoutons à cela la fameuse musique dont je te parlais un peu plus tôt, qui pourrait être utilisée comme méthode de torture dans les pires endroits du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom! Je pense! Général, je pense! On peut quand même noter que les images de corps sculptés sur la plage ont réussi à hypnotiser toute une génération d'ados dans les années 90 et début des années 2000. Franchement, qui peut résister à ce combo de porno soft et de promesses de drame? Qui? Le générique à peine terminé, nous sommes directement plongés dans l'action. Ou plutôt dans une démonstration nautique sortie tout droit de la route du Rhum de 1996. Grégory, le beau gosse aventurier, fait son entrée en catamaran, cheveux au vent, bronzage impeccable, sourire immaculé. Tout cela crie « Hé, regardez-moi, je suis le rêve incarné, le gendre idéal, le roi de Saint-Tropez !»
Tu sens dès les premières secondes que Greg n'est pas là pour faire de la simple figuration. Il veut marquer son territoire, et quoi de mieux qu'un bon gros bateau, surtout quand il précise « Je vais avoir besoin d'une grande place pour mon gros bateau ». Traduction : je veux qu'on me regarde, je suis important. Mon bateau est plus grand que le tien, et donc tu sais ce que ça signifie. Subtilité zéro, mec. Greg, c'est le genre de type, j'en suis certain, qui arrive en boîte en criant « Je paie ma tournée à tout le monde !» tout en espérant que son ex est dans le coin pour le voir. Spoiler alerte, elle est dans le coin ton ex, mec. Et puis, il y a cette petite touche musicale en fond. Une espèce de mélodie ensoleillée qui te dit qu'il va y avoir des cœurs brisés dans toute cette histoire. On comprend donc qu'il est là pour secouer la tranquillité apparente de Saint-Tropez. Un cyclone au style marin breton, si tu veux. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Dans la scène suivante, nous voilà transportés sur une terrasse luxueuse, où la bourgeoisie tropézienne semble s'y retrouver. Laure, notre héroïne au brushing parfait, est en pleine séance de mondanité en compagnie d'Alain Dulac, son futur époux. Bien un nom de bourgeois qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Tas de petits bourgeois, c'est à cause de gens comme vous que ce pays est mort. Vous êtes des larves rampants. C'est franchement le genre de patronyme qui transpire la vieille aristocratie et te donne envie de l'appeler Dudu, juste pour le faire redescendre de son piédestal. Et il a la gueule de l'emploi, il a vraiment la gueule qui va avec le mec. Entrez, regardez-moi ça. C'est pas la plus sale gueule que vous ayez jamais vue. Comment le trouvez-vous? Ça, je dois dire qu'il a une sale gueule. Et là, attention, moment solennel. Alain sort une bague de fiançailles et la glisse au doigt de Laure. En réponse à ce geste symbolique, plein d'amour, Laure lui rétorque alors. Elle est magnifique. Je t'adore. Déjà, je peux te dire que ça commence mal. On adore un ours en peluche, le pâté de campagne de ton oncle, ou le cupcake de la voisine, une décoration quelconque, ou Nicolas Cage, si tu veux. Mais on ne dit pas à son mec « Je t'adore » quand il officialise avec ce geste symbolique votre futur mariage. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Et la scène se poursuit. Les parents de Laure font leur entrée. Des caricatures ambulantes de la grande bourgeoisie. Des poteaux à l'autre baltringue de Bernard Arnault, probablement. Oh, mais quel connard, ce type! On les imagine déjà en train de discuter de leur dernière acquisition de yacht ou de l'excellence des jeunes énarques de nos jours. Enfin, pour conclure cette scène riche en clichés, Sandra fait une entrée remarquée. Ah, Sandra, incarnée par Mallory Nataf, dite la sans-culotte. Ah, voilà la petite coquine. Elle convie nos deux tourtereaux à une fête prévue le soir même, en l'honneur du retour de Grégory. On enchaîne et on se retrouve devant un lycée, avec l'arrivée d'un autre personnage important de la série, Louis Lacroix, le petit frère de Grégory. Sans attendre, il se fait renvoyer par sa prof qu'il se permet d'embrasser avant de partir triomphant. Outre le fait que le personnage est de suite agaçant en mode artiste incompris, rebelle dans l'âme et beau gosse qui humidifie toutes les culottes à 100 mètres à la ronde, on est d'accord pour dire que ce lycée doit avoir le plus mauvais taux de réussite au baccalauréat. Ils ont tous 25 ans de moyenne d'âge. Pour qu'un jour j'ai une chance d'avoir mon bac, il faudrait qu'on supprime les épreuves. Ou alors qu'on tire au sort le nom des reçus, sinon... Nouvelle scène avec l'introduction du père de Louis et du lieu mythique de la série, le bar de la plage. Moment parfait où Louis décide de nous offrir une démonstration de ses talents de joueur de billard. Et là, je dois avouer qu'il m'a bluffé. Le mec rentre toutes les boules comme s'il était le zizou de la discipline. Ouais, référence de vieux, j'avoue. Mais pas étonnant que tu échoues scolairement, mon gars, si tu passes le plus clair de ton temps au bar plutôt qu'à réviser les cours. Bon, en toute franchise, j'étais plus team baby-foot dans mes jeunes années. Est-ce que ça m'a coûté un redoublement ? Oui. Est-ce que j'ai appris à dominer l'art du lob, à pêcher toutes les balles et à me faire respecter par les darons du PMU ? Absolument. Absolument. On ne peut pas tout avoir après tout. La vie, c'est une question de priorité. Et résoudre des équations à 2, 3 ou 15 inconnus n'était clairement pas mon objectif de vie à l'époque. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Bref, revenons à notre Louis qui la joue à l'envers à son padré en lui mentant sur son éviction. Et on le sait tous, mentir, c'est mal. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. On arrive à présent sur le croustillant de la série. Sous le soleil nous comble avec de nombreuses scènes où les jolies actrices de la série dévoilent leur atout de charme.
À noter que les acteurs aussi aiment à se retrouver torse-poil. Il y en a donc pour tous les goûts. Ici, c'est Laure, notre future mariée, qui se change devant la caméra. Résultat, une scène en petite tenue, subtilement calibrée pour hypnotiser les ados mâles des années 90. Mêmes ados qui prétendaient haut et fort ne jamais regarder cette série, à l'instar des séries AB Productions. Mensonge! Mais bien évidemment qu'ils regardaient en cachette, sans l'avouer à personne, pour se délecter devant ces corps qui les faisaient fantasmer et faisaient travailler leur imagination lascive. On peut critiquer Sous le soleil sur bien des aspects, mais il faut reconnaître que sur le plan esthétique, la série savait captiver. Ces quelques secondes de nudité suggérée suffisaient à faire oublier l'intrigue pour se concentrer sur, disons, la profondeur des personnages. C'est là qu'on se rend compte que cette série, finalement, était un produit culturel bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une sorte de soap à la française en surface, mais offrant une exploration de l'éveil hormonal pour toute une génération. Bref, Laure en petite tenue, et pas qu'elle, je te rassure, c'est le petit biscuit que Sous le soleil glissait à ses téléspectateurs, et admettons-le, ça marchait. C'est pas faux. Poursuivons. Greg arrive au bar de la plage, où l'attend une belle surprise avec tous ses amis et sa famille. Il fait également la rencontre d'Alain, le rival. Ce dernier marque alors son territoire en couvrant Laure de bisous pour bien lui montrer que c'est sa meuf. Sérieusement, qui fait ça dans la vie ? C'est complètement louche. À ce stade, autant lui pisser dessus. T'es pas un chien, mec, elle n'est pas ta propriété. Retiens-toi, bordel. Quel buffle. Alors que la fête bat son plein, bon, ils ne sont plus que 6, la production s'étant débarrassée des quelques figurants par manque de blé certainement, le père de Louis et Greg annonce qu'il a trouvé un acheteur pour le bar de la plage. S'ensuit une scène dans laquelle les acteurs et actrices dévoilent tout leur potentiel avec des regards forcés dans le vide. C'est long, mal joué et gênant à regarder. Pierre, c'est très gênant. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille ? Le lendemain, prise de bec entre Louis et son daron. Louis ne veut pas vendre la plage. Il part bouder comme un enfant à qui on aurait refusé de regarder un nouvel épisode de Pat' Patrouille. Ah non, en fait, il part se plaindre de son méchant papa auprès de Sandra, l'amie d'enfance, et accessoirement assistante de l'avocat de la ville, celui-là même qui s'occupe du dossier de la plage. Comme par hasard. Ça tombe bien, elle va aider Louis à garder la plage en jouant de ses charmes, car, comme par hasard, le maître semble avoir l'élastique du caleçon qui le serre un peu trop quand elle est dans les parages. Oh mon petit lapin. Je porte. Espèce de gros pervers. Après un rapide détour sur le bateau de Greg où Louis déballe son soi-disant plan, toujours aussi flou d'ailleurs, car à part pleurnicher auprès de Sandra, il ne fait rien de concret. Donc maintenant, nous voilà chez les parents de Laure. Là, Alain s'illustre encore comme l'archétype du parfait connard en costume. Non content de demander à Laure d'annuler une sortie en bateau avec Greg et ses amis, Monsieur insiste pour qu'elle passe chez le coiffeur avant leur dîner chez son boss, afin de, dixit le trou du cul à cravate, lui faire honneur. Sérieusement Alain, pourquoi ne pas lui demander de t'astiquer les chaussures pendant que tu y es ? Parce que moi j'ai bien envie de te faire honneur mon Altesse, à grands coups de pied dans le scrotum. Mais quelle petite merde celui-là. Arrêtez cette vulgarité et ce ton vindicatif, je vous prie. Ce jeune homme me semble bien sous tout rapport. Il a une belle situation, il présente bien, il est charmant et il veut tout simplement que sa future épouse reste à sa place et présente bien. Le rôle du parfait père de famille. Si en plus de ça, il est croyant et pratiquant, c'est l'homme parfait. Je ne serai pas mariée à mon Pierre-Louis, je lui donnerai ma main sur le champ. Eh bien Marie-Constance, je te sens toute chose devant cet étalon de pacotille. Ne me dis pas que tu en pinces pour lui. Mais à y réfléchir, vous feriez certainement un très beau couple. Je vous imagine bien le dimanche matin, tiré à 4 épingles, en route pour l'église avec vos 8 enfants. Marie-Clotilde, Pierre-André, Paul-Christian, Sophie Bérangère, Jean-Guilhem, Paul-Léandre, Henri-Édouard et Maurice Papon. Oula, vous vous êtes loupé pour le dernier, non ? Une fois Alain parti, Laure montre qu'elle n'est pas une faible femme et déclare à sa maman chérie qu'elle ira quand même faire du bateau. Attends, on est à Saint-Trope, on n'est pas là pour aller faire du quad dans la forêt et boire des 33 exports avec les copains. Ici, on prend sa petite robe, son chapeau et on part voguer sur les flots avec la bouteille de champ. Ah, tout de même. Direction donc le port, où un air de guitare romantique accompagne l'arrivée de la belle. Et surprise,
elle se retrouve en tête-à-tête avec Greg, son ancien amoureux. C'est parti pour un après-midi de regards langoureux, de petites taquineries sur le pont, de collets serrés en maillot de bain, de tétons qui pointent, et même quelques bisous sur la joue. C'est aussi mignon que dérangeant tout ça. Pendant ce temps, le fameux plan de Sandra et Louis se dévoile sous nos yeux ébahis, ou pas. Ouais, disons-le de suite, ce n'est pas du Machiavel, mais plutôt du niveau CE1. Leur idée, faire croire aux futurs acquéreurs de la plage que le lieu est pollué. Et comment, me diras-tu ? En mettant de la mousse dans l'eau. Oui, Louis a versé du savon ou un quelconque détergent dans la mer. Espèce de gros con de pollueur, Louis. Et voilà qu'en plus de tout le reste, il pollue les océans. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que ça marche. Le futur acquéreur, qui a visiblement redoublé son CE1, abandonne l'idée d'acheter dès qu'il aperçoit de la mousse suspecte dans l'eau. Pas d'analyse, pas de vérification, juste un « Ah non, y a de la mousse, c'est foutu alors, je me casse ». Pas très futé le type. Enfin, il est certainement même très con. Louis peut être fier de lui. Il n'a peut-être pas inventé la poudre, mais avec un peu de savon, il vient de sauver la plage. Well done, beau gosse. Bon, et du côté de chez Laure et Greg, est-ce que ça chauffe ? Oh, que oui, mon doux coquin. De retour chez les parents de Laure, la tension atteint son paroxysme dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. Avec un tout mignon baiser volé. Ils sont quand même choupinés, ces deux-là. Oh, qu'ils sont mignons. En attendant, et pour notre plus grand plaisir, le triangle amoureux est officiellement lancé. C'est parti pour les sempiternels clichés du genre avec crise de larmes, trahison, incertitude, rebondissement vu et revu, etc., etc. Et ça ne manque pas, les clichés sont bien là. Alain, monsieur Costard, qui préfère ses réunions Teams... Non, on était plus sur du PowerPoint à l'époque. Bon bref, il préfère ses réunions à sa fiancée. Greg, le bad boy romantique à l'esprit libre sur son bateau. Et Laure, oscillant comme une girouette dans une tempête. Incapable de savoir si elle veut l'assurance matérielle ou les frissons de l'aventure. On enchaîne les poncifs du genre, que veux-tu ? Mais voilà, la passion finit par l'emporter. Laure et Greg passent à l'acte, mais sans rien nous montrer. Quel dommage. Et oui, c'est bien dommage. Mais une fois les jambes ayant retrouvé le plancher des vaches, Laure est plus perdue que jamais. As-tu les témoins, ma coquine, tout à l'heure, quand ton matelot se servait de son sextant pour te mesurer l'angle entre les parois du vagin ? Vous êtes un vulgaire. Ouais. Pardon, je me suis un peu emporté. Ouais, je m'excuse. Excuse-toi mieux que ça. Pardon, je te prie de m'excuser. Pardon, mon doux Seigneur. Pardon, mon doux Seigneur. Greg, lui, il en a marre, et il lui balance un ultimatum digne d'une mauvaise comédie romantique. C'est moi ou Alain. Bon, je te passe les détails car ce n'est pas très intéressant. On s'ennuie, on n'y croit pas une seconde, et ça surjoue à fond. Nouvelle scène. La tension monte entre Louis et son père. Ce dernier a enfin découvert que son fils passe plus de temps à se la jouer rebelle qu'à étudier. C'en est trop pour lui. Il décide de l'envoyer à Lyon pour faire un stage dans une entreprise. Allez hop, tu passes des salles de classe à manger tes crottes de nez au monde du travail avec des tableurs Excel et des tickets resto. Ça te fera les pieds, sale branleur. Va te faire voir, branleur. Mais Louis le rebelle, on n'est pas au niveau de Lorenzo Lamas quand même, ne l'entend pas de cette oreille et tel un ado de 13 ans, lui tourne le dos et le menace de se suicider. Je me sens déprimé, tellement déprimé. J'ai une mère, pas de père, personne à qui parler. Moi, j'en peux plus, c'est vraiment trop dur. Mon âme crie, je vais me suicider, c'est sûr. Le chantage émotionnel, on sait tous que c'est toujours la solution payante. C'est bien, gamin. Ce gamin est insupportable. Bien évidemment, il file chez son amie Sandra pour lui demander de l'aide. Et t'as bien eu raison, mon grand bonnet, car c'est bien elle qui va te trouver une solution. La solution. Mais patience. Patience, mon ami. Pendant ce temps, Alain le Bourge découvre le poteau rose. Non, Laure n'était pas chez le coiffeur, pas chez l'esthéticienne, pas chez Camailleux. Ah, les clichés vont bon train par ici. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. Et il sait bien où elle était. Ni une ni deux, il saute dans sa Peugeot décapotable rouge, le cliché vivant du petit peigne-cul détestable des années 90, ce mec. Et il se rend au port pour régler ses comptes avec son rival en marinière. Et oui, on ne lui fait pas à l'envers. Il a de suite compris que Laure avait encore des sentiments pour son ex, le Capitaine Iglo. Captain Iglo. C'est parti pour la confrontation. Alors,
détends-toi le slip de suite, on n'est pas dans un épisode de Sons of Anarchy. Pas de bourre-pif au programme. Non, ce petit fourbe de Neuilly la joue à l'envers à Grégory en lui rendant le collier qu'il avait offert à Laure. Mais le vrai coup de grâce réside dans sa réplique de fourbe. Laure m'a demandé de te dire qu'elle ne veut plus te voir. Greg ne veut pas y croire. Mais on sent qu'il s'avoue vaincu. Il faut bien l'avouer, sur l'échelle des coups de pute, Alain le Nanti a atteint le dernier barreau. Où t'as dégoté cette espèce de fils de pute? Dans le même temps, Papa Lacroix convainc son fils de rester à Saint-Tropez. Comment me diras-tu ? J'en sais foutre rien. Il s'est juste pointé avec sa bagnole et le fils a décidé de ne pas monter dans le bus. Si toutes les histoires de fugue se passaient comme ça ferait moins de boulot à nos amis du 17. Ah, pourquoi ? Y a beaucoup de fugues en Charente-Maritime ? Oh putain, alors toi t'es con. Je ne parle pas du département 17, mais du numéro pour appeler les flics, le 17, le 1 et le 7. Je t'attendais sur ces histoires de meufs en petite tenue et maillot de bain, mais pas sur ça. Non pas que je sois déçu, mais juste surpris par tant d'inventivité. Vous êtes très surprenant, monsieur Saquet. Bon, retour au port où on se retrouve avec la plus belle scène de l'épisode. Laure débarque en taxi pour retrouver son amour de toujours. Enfin, la fin heureuse que l'on a toutes et tous attendue est là. Mais non. Mais que voit-elle ? Une vision déchirante, mon ami. Greg, debout sur son bateau, disparaît lentement à l'horizon, le soleil couchant en arrière-plan. Les larmes perlent sur le visage de Laure. Et nous, pauvres téléspectateurs et téléspectatrices, on a presque envie de lui dire « C'est bon Laure, pleure pas, tu vas le revoir dans l'épisode 2, on le sait tous !» Le tout est magnifié grâce à une musique espagnole de toute beauté. Il faudra m'expliquer par contre la bande-son de cet épisode, et sûrement de la série. Je ne vois pas le rapport avec Saint-Tropez. On n'est pas dans un film d'Almodovar. Fais péter les cigales, merde! Où est ce foutu accordéon sur fond de bruit de boules de pétanque qui s'entrechoquent? Pastis partant bleu, pastis délicieux. La bande-son part complètement en vrille. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Et voilà, on touche enfin au but en découvrant le fin mot de l'histoire sur la vente de la plage. Dans le bureau de l'avocat, Sandra dévoile ainsi qu'elle a acheté la plage, elle devient donc la gérante, et elle annonce dans le même temps qu'elle quitte son poste. Prenons un peu de recul sur cette scène, car j'ai plusieurs questions avec peut-être quelques réponses à te soumettre. Déjà, pourquoi rachète-t-elle la plage ? Bon, ça, on peut le comprendre. Sandra est visiblement la seule ici à avoir un cœur, et elle sauve le symbole de leurs jeunes années folles à faire les 400 coups. Ça passe encore. Mais comment ? Sérieusement, avec quel argent tu peux faire ça ? La plage doit valoir 12 reins, 6 bras, une cornée, 50 ans de SMIC et quelques brousoufs. Combien ? À bien y regarder, Sandra a l'air d'avoir encore tous ses organes. Quant au brousouf, ce n'est certainement pas avec son salaire d'assistante qu'elle a pu les dégoter. Donc, mystère total. Mystère. Pourquoi démissionner ? Ah oui, ça ok, son patron est un bon gros pervers qui n'attend qu'une chose, se choper son assistante sur le bureau. Donc ça passe, on se casse de chez le vieux lubrique, ok. Par contre, pourquoi terminer par un striptease en ôtant sa veste de manière aussi ridicule et ainsi afficher ostensiblement cette magnifique paire de seins dans ce haut ultra moulé ? Si tous les hommes avaient ces seins rebondis, ce sillon mammaire impeccablement dessiné, ces tétons qui pointent à la moindre émotion, à la moindre brise, ces tétons que l'on a envie de mordiller, ces mamelons roses... Calme, bon Dieu. Alors peut-être pour montrer au pervers qu'il n'y aura jamais accès, mais c'est un peu jouer avec le feu, ne trouves-tu pas, ma petite Sandra ? Bon, tu comprends bien, autant de questions auxquelles je n'aurai pas de réponse. Mais comment vais-je faire ? Comment ? Ne vous inquiétez pas. Dès que vous aurez franchi cette porte, vous retrouverez le moral. Terminons avec une dernière scène au bar de la plage. Quelques travaux plus tard, le lieu est enfin prêt à ouvrir ses nouvelles portes et à accueillir de nouvelles intrigues aussi passionnantes que de regarder une personne constipée sur les toilettes. En attendant, le moment est parfait pour notre Roméo du 16e qui propose que la fête de son mariage se déroule ici même. Mais sous ses yeux de chien battu, Laure, notre tragédienne en chef, se rue en pleurs dans les bras de Sandra. Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi pleure-t-elle ? Où est Grégory ? Pourquoi Louis n'a-t-il toujours pas son bac à 25 ans ? Alain a-t-il toujours été un gros con ?
Et surtout, pourquoi ai-je regardé cet épisode jusqu'à la fin ? Tant de questions auxquelles tu n'auras pas de réponse ici même, car je ne suis pas fou, je n'irai pas voir la suite. Et c'est le générique de fin. Le soleil, le marine. Ça suffit maintenant! Voilà, fin du premier épisode de Sous le soleil, cette pépite télévisuelle où les clichés s'enchaînent à un rythme effréné et où la bande-son semble avoir été choisie par un fan absolu de flamenco. Avec ses dialogues risibles, ses personnages qui sont des caricatures sur pattes et cette mise en scène qui rivalise avec un clip des années 90, la série nous offre un bon condensé des séries françaises de l'époque. Malgré tout, Sous le soleil possède ce petit quelque chose d'indéfinissable qui la rend étrangement attachante. Est-ce le charme de Saint-Tropez, l'attraction pour tous ces beaux personnages ou la nostalgie des après-midi canapés devant TF1 le samedi ? Peut-être un peu de tout ça, ou tout simplement ce besoin masochiste de se faire mal en regardant des séries à la fois niaises et inintéressantes tant les clichés pleuvent. Et toi, quel est ton rapport avec Sous le soleil ? Quelle est ton expérience ? Cet épisode dédié au premier épisode de Sous le soleil s'achève ici. J'espère que ce format t'a plu. Sache que si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, j'avais traité 2 autres séries sur le même principe, à savoir Le Rebelle et Manimal. Je t'invite à venir me partager ton amour ou ta haine pour Sous le soleil. Tu peux te rendre sur le site de la Crypto-série dans la partie commentaires ou me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook ou Thread. Tu peux retrouver également tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie, méfie-toi des dulacs et bisous.